séparatistes, hein. Et ces forces, ces FDS sont devenus des mercenaires des Américains. Ce sont des mercenaires, tout simplement, qui veulent se battre, dirigés par quelques Kurdes qui ont été importés de Wadi Kandil, qui est en Turquie, sur les frontières de l'Iran, en fait. Donc, ils sont même pas syriens. Donc, en fait, ça, ces troubles ont commencé et ils ont commencé par couper les têtes. Ils ont commencé d'ailleurs par les villages du nord, ouest de la Syrie, où immédiatement et très vite, 31 villages ont été décimés à coups de têtes coupées, de violations. Les gens ont été égorgés vivants dans leur lit, en fait, dans ces villages et ils se sont enfuis. Certains se sont enfuis, mais en fait, ils ont été vraiment décimés. Et il y a eu des exactions terribles contre la population. Alors, ces terroristes étaient financés par le Qatar, par l'Arabie saoudite, par les Émirats arabes unis. Ils étaient super équipés et en fait déferlés. Ils étaient en plus camés en fait par le Captagon. C'est la fameuse drogue qu'on appelait drogue des djihadistes, hein, qui leur donne des forces terribles et qui ne sentent pas la douleur en fait. Et donc ça a été le djihad du Captagon. Et puis en fait donc, en plus des nationalités, alors il y avait effectivement, comme disait Raphaël à juste titre, hein, mais il y avait plus d'une quarantaine de nationalités, allant depuis les Tunisiens, des Égyptiens, des Algériens, etc., mais qui sont vraiment des mercenaires et des gens qui venaient pour le djihad, appâtés avec des fatwas. Si on fait le djihad en Syrie pour avoir des hurriyat, en fait, des femmes. Donc, ils ont droit, et s'ils meurent pour ce djihad, ils auront 70 hurriyat, et chacune des 70 à 70, en fait, hurriya aussi, qui restent Alors, à leur service. Donc, Aïssa, ça a été vraiment quelque chose d'assez effarant. Aïssa, Et oui, on peut pardon, préciser oui. que certains de ces, par exemple pour la France, certains de ces djihadistes sont partis avec une certaine bienveillance d'une partie des services secrets français. C'est-à-dire? Ah, bien sûr, parce que ces gens, ils ne partent pas. Il y avait des jeunes qui étaient même pas majeurs. Donc, quand il y a C'est-à-dire des qu'à jeunes qui partent à 16 ans, à 17 ans, etc., normalement, ils ne doivent pas pouvoir franchir les frontières sans qu'il y ait une autorisation parentale. Et puis, la population, les services français étaient au courant, pas seulement au courant, ils faisaient partie des plans de surveillance. Il faut quand même savoir qu'à Alep, il y avait aussi, à Alep et dans la route surtout, à Jobar notamment, il y avait des services de renseignement français qui étaient là aussi, hein, et qui dirigeaient les opérations dans la route, vraiment, c'était quelque chose d'assez fou parce que ces accords d'apaisement, des zones d'apaisement dont aussi vous avez parlé, et qui étaient faits avec l'accord entre les accords d'Astana, en fait, et qui étaient l'œuvre effectivement des Russes, des amis russes, qui ont négocié, pas seulement négocié avec les terroristes, mais aussi ils ont amené la Turquie comme garant de ces terroristes qui s'engageaient à reprendre une vie normale, à arrêter le terrorisme, même s'ils gardaient. Et il y avait eu une autorisation de garder une arme légère, en fait, quand ils sortaient. Puis après, il y a eu donc une volonté, après beaucoup de négociations, on a dit il va falloir les sortir de là et à l'endroit qu'ils veulent. Et donc, ils ont tous choisi de partir à Idlib. Idlib, comme par hasard, c'est quand même une province syrienne qui est limitrophe, qui a des frontières avec la Turquie. Et en fait, c'est ça qui a fait que, et avec apaisement d'un côté, et puis l'État syrien s'est engagé à ne pas les poursuivre et s'est engagé aussi à faire comment dire,
Ah, pas des armistices, mais quand on Si, il y a des amnisties, oui. des amnisties, voilà, Oui. merci. Et des amnisties, donc, et puis, donc, ils ont considéré que c'était des gens avec une parole, ils respectaient leur parole, eux, comme aussi le grand garant qui était la Turquie. Et donc, la Turquie n'a jamais respecté les garanties, que, en fait, ceux qui sont restés dans la partie limitrophe, même il y a eu des actes importants où ils devaient reprendre comment dire, rendre les autoroutes, le contrôle de l'autoroute M4, M5, ce sont les autoroutes internationales, une qui relie le nord au sud de la Syrie et une l'est à l'ouest de la Syrie. Bon, ils ne les ont jamais dégagées, la M4 n'a jamais été dégagée. Et à ce moment-là, Erdogan, en mars 2019, ça a été signé et il devait avoir repoussé les terroristes à 6 kilomètres de part et d'autre de ces autoroutes pour permettre la fluidité des transferts et des transports et de la mobilité en pleine Syrie, en fait, entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Oui, il y a une grande Or, duplicité d'Erdogan parce que ça fait plusieurs années qu'il dit qu'il veut reprendre le dialogue avec le pouvoir absolument. syrien, Et avec donc Bachar là, al-Assad. Et là, il a rencontré Poutine et il a planté. Poutine lui donne un délai après l'autre, 6 mois après 6 mois. Et, Ça, c'est une chose. et Et en donc là, fait, Aïssar, en plus de 2 secondes, parce que ouais, je voudrais relier ça avec le allez-y. côté économique, hein. Tout ça avec le fait que les États-Unis ont mis une base dans le sud, une base militaire qui bloque toutes les routes, la route entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, hein. C'est à la base Al-Tanf. Et à côté de cette base Al-Tanf, il y avait un camp de réfugiés dans lequel ils recrutaient et ils formaient les gens. Donc, ils les transformaient aussi en mercenaires et combattants pour eux. Il y avait aussi donc les terroristes qui sont parrainés par la Turquie qui occupaient ces autoroutes. Et en même temps, il faut savoir que le côté nord-est de la Syrie, c'est le grenier de la Syrie. Donc, c'est les récoltes de céréales, les récoltes de coton. À l'ouest, c'est les arbres fruitiers, les céréales, etc. Et les puits de pétrole et de gaz aussi sont dans le nord-est. Or, en fait, les États-Unis ont mis la main sur ces ressources. Du côté aussi des paysans, ils piquaient les récoltes des paysans après la moisson. Ceux qui refusaient de donner leurs récoltes aux Américains ou aux mercenaires des Américains, ils voyaient tout de suite se faire incendier leurs récoltes. Et de la même manière, à l'ouest, c'était pareil, le deuxième grenier de la Syrie. Donc, en fait, Alors, ok, l'objectif, c'était Aïssar, affamer la Syrie, c'était la refroidir aussi, l'empêcher d'avoir les ressources ouais, Énergie. d'énergie nécessaires à l'énergie. Après une guerre qui a duré pendant 12 ans, ouais. qui a détruit toute l'infrastructure, c'est-à-dire Aïssar, les qu'on fasse. productions d'électricité, Ouais, les raffineries, les routes, ok. etc. Merci Aïssar. Alors c'était très technique, il y avait beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut recondenser ça un petit peu, Raphaël, tout ce qu'a dit Aïssar, c'était très intéressant. Là, finalement, on voit comment est-ce qu'on pourrait résumer pour les gens qui viennent d'arriver. Finalement, alors il y a beaucoup de réactions dans le chat, je pourrais pas tout prendre, j'aimerais juste en lire une. J'en ai vu plusieurs il y a tout à l'heure. Déjà, il y en a beaucoup qui réagissent sur ce qu'a dit sur le terme de terroriste. Alors visiblement, on n'avait pas nous utilisé le terme de terroriste. Si, moi avant. j'ai utilisé Tu parce l'as que utilisé en fait, tout à l'heure, ouais, c'est ça. j'ai expliqué que terroriste, c'est comme les chasseurs. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. C'est-à-dire que le résistant en 1945, il était appelé terroriste par les nazis, Allemands, exactement. etc. Ouais. Donc il faut faire très attention, surtout qu'en termes de droit international, il n'y a pas vraiment de définition très précise de qu'est-ce que c'est qu'un groupe terroriste, qu'est-ce que c'est que le terrorisme. On sait que
pardon, pour faire court, en fait, un acte terroriste, on sait à peu près le définir. Oui. Mais après, quand on parle de personnes ou de groupes terroristes, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque un État peut lui-même utiliser au cours de son histoire, commettre un acte terroriste, est-ce qu'on va plus dire que ad vitam aeternam, cet État est un État terroriste? Alors, attends, voilà, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué, et là finalement on arrive déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, et il nous reste plus qu'une vingtaine de minutes. Alors Aïssar justement a rattrapé le temps. Si les internautes ont 2-3 questions pour Aïssar peut-être. Complètement, non mais je vais y venir, mais là par exemple moi ce qui m'intéresse, et je sais même pas si on aura le temps de répondre à ça, c'est-à-dire qu'il y a le terme de terroriste qui est intéressant à mon avis. Si quelqu'un dans le chat, il y en a qui disent enfin on dit, depuis qu'Aïssar est là, enfin on dit terroriste, disons les mots. Alors moi je connais pas assez la situation pour pouvoir utiliser un terme ou un autre. Par contre ce qu'on m'a dit avant l'émission, c'est attention, dans les médias traditionnels, ils utilisent révolutionnaire, ils utilisent certains termes, enfin ils ne tombent pas sur la grande différence, excuse-moi, mais la grande différence c'est dans le contexte. Quand c'est un pays qui fonctionne bien et qu'il y a des gens qui sont payés par l'étranger pour venir en fait foutre le bordel dans le pays, ce sont effectivement des terroristes. Mais quand ce sont des résistants qui se défendent, pour moi, ce n'est pas du terrorisme. C'est la résistance et c'est effectivement des gens qui se défendent. Le contexte qui donne le sens au mot. Et ce n'est pas le fait, mais ce sont des étrangers qui viennent, qui tuent, qui détruisent, qui tuent les gens, qui déciment qui pillent les récoltes. Et ça, ce sont vraiment et puis, en plus, ils prétendent défendre ou prétendent à une liberté, etc., alors qu'ils sont tous étrangers en grande partie. Donc, c'est incroyable. Et là les attaquants, on peut dire, en ce moment, là maintenant, en fait, dans la deuxième, je dirais, c'est la deuxième phase de la guerre contre la Syrie, parce que la première, elle a commencé en 2011, elle a été stoppée et elle a été mise en échec justement par la Syrie et par le fait que la Syrie a demandé de l'aide à la Russie et à l'Iran pour l'aider justement à combattre ces terroristes, ces ingérences, etc. Et maintenant, là, ils sont restés il y a une partie qui est restée, mais aujourd'hui, il y a encore à nouveau 90 000 personnes qui sont venues là. Donc, et qui sont tous maintenant, c'est des Ouzbeks, hein, des Tchétchènes, des Turkmènes, des Ouïghours, des Kosovars et des gens qui viennent de l'Azerbaïdjan, etc. Et tout ça, il faut voir quand même le plan qui est derrière tout ça, parce que ce sont déjà des terroristes qui ont été qui ont été entraînés et recrutés, financés par les forces de l'OTAN, en fait, par les États-Unis. Alors, comment on le sait, ça? Et ailleurs, absolument. Comment on le sait? Non, où est-ce qu'on peut aller voir pour savoir effectivement ça? Parce que si on arrive à le prouver, c'est très intéressant. Ah bah oui, mais attends, j'arrive. Okay. Parce que de toute façon, l'objectif, on sait que certains ont été recyclés pour les faire intervenir en Libye, d'autres ont été recyclés aussi pour les faire intervenir en Ukraine. Et puis même, c'est de notoriété publique, ça a été reconnu par les officiels même à l'époque de Hollande qu'on livrait des armes aux rebelles, aux fameux rebelles modérés. Que les Syriens comme Aïssar peinaient à trouver, parce qu'il n'y en avait pas vraiment des modérés déjà à l'époque. Et je voudrais juste revenir sur une petite chose, si tu me permets, Aïssar. Le Hezbollah. Le Hezbollah qui a été un des 3 alliés de la Syrie pendant toute cette guerre avec l'Iran et la Russie. Le Hezbollah, ce que démontre très clairement mon film, c'est qu'en fait, aussi bien la Syrie que le Liban, ils sont déstabilisés depuis plus d'une vingtaine d'années pour qu'ils cessent leur soutien ou leur soutien ou leur acceptation pour le Liban ou leur soutien pour la Syrie du Hezbollah. C'est-à-dire que le Hezbollah, donc pour faire simple, c'est une milice pas comme les autres, plus probe, en tout cas qui faisait pas du racket à Beyrouth. C'était probe. Voilà, dans la recherche de la probité, si tu veux. Ah oui, d'accord. Et donc, suite à la guerre civile à Beyrouth, il y a eu différentes milices qui faisaient notamment du racket à tous les coins de rue.
le Hezbollah est arrivé, a dit nous on va faire différemment. C'était le parti de Dieu. Mais attends, excuse-moi Raphaël, parce que 2 secondes. En fait, cette résistance s'est faite en résistance aux agressions systématiques israéliennes c'est ce que j'allais dire. Sur le sud du Liban. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, Beyrouth était en guerre civile à cause... Attendez, Issa. Tu m'as coupé, parce que j'allais justement le dire. Et donc, Israël avait envahi le sud du Liban pour chasser l'OLP et Yasser Arafat, et avait foutu un bordel monstre au Liban. D'ailleurs, bordel qui perdure jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que le Liban ne s'est jamais complètement remis des conséquences de l'intervention, pas que des bâtiments détruits, mais c'est-à-dire de monter les Libanais les uns contre les autres. Ah oui. Oui, ça a été un vrai drame, l'intervention israélienne et la guerre civile libanaise qui s'en est suivie, ça a été un vrai drame jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les dissensions se font malheureusement ressentir. Les mauvais coups, c'est-à-dire monter les uns contre les autres, c'est une technique britannique, mais c'est aussi une technique israélienne. Alors ce que je voudrais souligner, c'est vraiment le rôle de choses. Mon documentaire le démontre vraiment. Sans conteste, c'est-à-dire il y a le témoignage de Émile Laoud, qui est un ancien président libanais, qui a été aussi chef d'état-major de l'armée libanaise. Et il raconte dans mon documentaire qu'il a été l'objet d'une tentative de corruption pour désarmer le Hezbollah quand il était chef d'état-major libanais. Ouais. Il y a des valises avec 50 millions de dollars, il le raconte, et il dit mais aucun média ne veut l'entendre. Et quand il a été président, on lui a demandé à nouveau de désarmer le Hezbollah, on lui a dit mais t'inquiète pas, c'est sous égide de l'ONU, etc., etc. Et lui, il a refusé. Il a dit, mais moi, s'il le faut, je présente ma démission, etc. Et il a vraiment refusé, en fait, de désarmer le Hezbollah, parce que le Hezbollah, finalement, aussi, était là pour la souveraineté du Liban, pour la résistance, pour la défense des droits des Palestiniens, d'une part, mais aussi pour la souveraineté du Liban. Et donc, pour en venir, en fait, au documentaire, je parle aussi du général Wesley Clark. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Syrie, dès 2003, il y avait l'Anti-Syrian Act, c'est-à-dire pour mettre déjà des sanctions sur la Syrie à cause de son soutien au Hezbollah, sous Bush. Donc voilà, 2003, on est plus de 20 ans en arrière, bien avant le printemps arabe, avec des guillemets. Et donc, qu'est-ce que dit le général Wesley Clark, général 4 étoiles, ancien commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe dans les fin des années 90. Il était à la retraite juste au moment du 11 septembre. Il était déjà tout juste à la retraite. Il est revenu au Pentagone. Et quelqu'un, il le dit dans un témoignage qui a fait le tour du web à l'époque. Il a dit, mais il a été surpris d'entendre quel était le plan suite au 11 septembre, le plan américain. Et le plan était d'attaquer 7 pays, à commencer par l'Afghanistan, puis l'Irak, et en terminant par la Libye, le Liban, la Syrie et enfin l'Iran. Et on voit que ce plan est quasiment achevé. Il reste malheureusement plus que l'Iran, entre guillemets, à faire tomber. Bon, le Liban n'est pas complètement tombé, mais quand même malheureusement bien sous les bombes israéliennes depuis maintenant plusieurs mois. Là, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est ce rapport à l'embargo. C'est que finalement, vous parlez des pressions internationales qui ont été faites. Juste, excuse-moi de te couper, juste pour terminer, pourquoi est-ce que ce général Wesley Clark, son témoignage est-il tellement important ? C'est qu'en fait, il explique quel est le plan pour faire ce que voulaient faire les néoconservateurs américains, mais surtout les sionistes qui étaient derrière, c'est-à-dire remodeler ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient et faire éclater tous les pays autour d'Israël, en faire des États confettis, des petits États confettis. C'est ce dont a parlé Jean-Michel Vernochet avec l'État des Alaouites, l'État des Druzes, l'État des machins, et avec un seul super-État au milieu. Ouais. C'est Israël qui aura pris une partie du Liban, une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, une partie de toute la Jordanie, une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Égypte. Et ça, c'est un plan qui est de longue, le plan Oded Yinon, ils peuvent chercher les internautes. Et après, il y a les cartes de Ralph Peters qui sont le versant américain un petit peu de ce plan. C'est extrêmement important. Si on n'a pas ça en tête, on a du mal à comprendre les actuels événements. Il nous reste juste une petite quinzaine de minutes et en fait on découvre un sujet qui est d'une complexité incroyable là-dessus. Il y a Alliance Populaire tout à l'heure, j'ai pas le temps de lire tous les messages que je vois, mais il y a des très bons messages d'Alliance Populaire qui nous dit que finalement c'est selon elle la suite à l'époque Kadhafi en avait dit que suite à Saddam Hussein à la prise de pouvoir au Moyen-Orient en Irak,
contre Saddam Hussein, Kadhafi aurait dit vous rigolez, mais les prochains ce sera vous. Et Bachar al-Assad visiblement faisait partie de ceux qui auraient rigolé à l'époque. Donc c'est très intéressant. Non, il disait ça aux Saoudiens et Qataris et aux Émiratis, qui eux ont financé et ils étaient pour que l'Irak soit envahi. Eh ben, pardon si j'essaie de reprendre les messages du chat, mais c'est pas facile parce que du coup je les ai vus il y a 30 minutes, mais c'est des propos qui m'intéressent. Sur ce que vous dites sur l'embargo, du coup ça me fait penser effectivement à, donc, tout à l'heure par exemple on a parlé du Venezuela, on se retrouve à en parler souvent parce que c'est un pays où typiquement il y a une désinformation des médias traditionnels. Voilà, alors c'est la même technique, c'était la question que j'avais posée. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le Venezuela, on en avait beaucoup parlé en 2018. Le Venezuela et l'Irak, c'est exactement la même technique. Je vais rappeler pour les gens qui ne connaissent pas, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui se racontait en France sur le Venezuela. On disait ah non, il y a des révolutions parce que les gens n'ont plus de médicaments et n'ont plus de produits de première nécessité. Et en fait, quand il n'y avait pas d'embargo, quand il n'y avait pas de pression sociale, quand il y avait... Parce que c'est même plus vicieux, c'est-à-dire que même sans embargo politique, tu as par exemple les lobbies pharmaceutiques qui refusaient de commercer avec le Venezuela. Et ensuite, tu as des journaux comme Le Monde ou n'importe quel média français, ou l'international c'est pareil, mais en France par exemple, où ces médias vont dire « Ah non, mais il refuse de faire en sorte que sa population ait des médicaments ou de se plier aux règles. » Et se plier aux règles, c'est se plier aux règles de ce grand capitalisme qui du coup détruit ces pays-là. Et là, ce que vous dites, c'est que finalement, pour la Syrie, c'est pareil, c'est on appauvrit. Exactement. Okay. Wow. Parce qu'en fait, déjà, dans la guerre, ils ont détruit toutes les usines. Oui, il y a une partie qui... on a perdu. Juste, je termine. Elle revient, ok. En fait, il y a une partie importante des usines d'Alep qui ont été démontées et qui ont été remontées en Turquie. Excuse-moi, tu as dit quoi, Raphaël? Ah oui, on n'entend plus Aïssar par contre. On Lazare. t'entend on va plus. faire une petite pause. Donc je disais attends, bouge pas. Est-ce que c'est bon ou pas pour Aïssar? Lazare bon. Alors Aïssar, désolé, on a un problème de son. Alors, on te entendra dès que... C'est peut-être tes AirPods qui n'ont plus de batterie. Ah, les AirPods qui auraient plus de batterie. Peut-être, non? Non. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. On t'entend. Ah, ok. J'étais en train de dire qu'il y avait une partie des usines d'Alep qui avaient été pillées et qui avaient été remontées en Turquie à Aïssar. Oui, tout à fait. Et alors, en quoi c'est révélateur C'est-à-dire qu'en fait, la Syrie avait une industrie, on je ne vais pas dire de pointe, mais on a fermé en Syrie. Il y a des groupes djihadistes dépendant de la Turquie, qui, une fois qu'il y a eu une partie Alep avait été en partie prise une première fois. Là, elle a été totalement prise très récemment, mais elle avait été en partie prise. Et à cette époque-là, en fait, le tissu industriel d'Alep, parce que c'est vraiment une ville très industrielle, très importante dans l'économie syrienne. Bon, Aïssar pourrait dire beaucoup mieux que moi, donc je lui passe la parole. Oui, ils sont venus déboulonner l'ensemble des machines, etc., mis sur des camions qui ont été emportés en Turquie. Alors, pour les remonter. Toutes les usines, ils ont même kidnappé des artisans, ils ont même enlevé et en plus, donc en même temps, une destruction totale de l'infrastructure qui est en fait les structures de production d'électricité, par exemple. Même les poteaux électriques ont été piqués. Alors, attendez, qui enlève, que je comprenne bien, il est 21h, là, je commence à tourner de l'œil, là, mais qui fait... ce sont les propriétaires de ces usines à Alep qui ont dit on délocalise? Non, qui a fait ça? Ce sont les terroristes qui sont rentrés et qui ont... Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase parce qu'il y a eu une phase où il y avait les rapports avec la Turquie, entre la Syrie et la Turquie, ont été très bons. Et en fait, les Turcs venaient visiter, etc. Ils voyaient que c'était très bien, c'était bien avancé, vos usines sont très bien, etc. La deuxième phase, la Turquie qui envoie des terroristes, justement, ces mercenaires qui sont tout de suite arrivés pour déboulonner toutes les usines et puis qu'ils avaient tracées déjà avant. Et puis, ils les ont emportés, ils les ont chargés sur des camions et partis en Turquie. Et donc, la Syrie s'est fait voler ses moyens de production, s'est fait voler les usines. Parce que ça, produits agricoles, s'est fait voler
détruire les structures d'irrigation, s'est fait détruire les circuits de distribution d'eau, les circuits de recyclage de l'eau et de nettoyage, tout ce qui est production. En même temps, elle s'est fait voler toutes ses ressources en pétrole et en gaz. Puisque les Américains, ils le disent. Et ça c'est même sorti à un moment dans les médias mainstream mais bien après que nous, on en parlait sur les médias alternatifs, des années après, ils ont commencé à reconnaître que oui, une partie du pétrole syrien est pillée. Enfin, ils ne disaient pas des termes comme ça, mais pillé par les Américains et vendu via la Turquie. Ils étaient embarqués sur des camions et voilà. C'est vraiment extrêmement flippant pour dire comme ça, parce qu'en fait on prend conscience quand on se penche vraiment librement comme ça avec des intervenants comme vous sur tous ces sujets-là, parce que là on parle de la Syrie, mais tu peux parler d'une tonne de pays, on a parlé de Cuba aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que tu vas avoir un pays qui va être entre guillemets libre ou qui va tenter de se libérer de cette hégémonie mondiale militaire, otanesque, ce qu'on veut, américaine, mais ça peut être américain un peu. Bon, après c'est un autre sujet. Ça peut être israélien, ça peut être français, etc. Oui, moi je pense que ça pourrait être même chinois ou russe. Je sais que t'es pas forcément. On en parle. En fait, les pays qui lèvent la tête devant le diktat et qui veulent être souverains et mettre de leurs ressources et mettre de leurs décisions politiques. C'est ça. Et de leur politique. Voilà, tous les pays qui veulent être libres, le souverain, comme vous le dites, Aïssar, en fait, finalement, se retrouvent confrontés à des pressions militaires, à des pressions politiques d'ingérence et à des pressions même commerciales, économiques. Et on parlait des sanctions extraterritoriales. En fait, c'est un nom pudique, moderne, pour dire embargo. Et l'embargo, selon la charte de l'ONU, c'est un acte de guerre, c'est interdit. Et donc aujourd'hui, les États-Unis se permettent de faire des actes de guerre contre plus d'une vingtaine, une trentaine de pays. La liste des pays contre lesquels les États-Unis ont lancé des sanctions unilatérales, elle est vraiment très longue. Et en fait, en faisant ça, ils se sont tiré une balle dans le genou, dans le pied. En fait, ils ont mis fin à l'hégémonie du dollar dans le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, autour des BRICS, etc., refuse de plus en plus ce diktat américain, ce moment unipolaire qui arrivait après la chute de l'URSS dans les années 90. Et donc il y a une volonté, comme disait Aïssar, de souveraineté de beaucoup de pays, notamment de petits pays, de moyens pays, et effectivement une volonté d'un monde multipolaire de la part de grandes puissances comme la Russie et la Chine, pour faire court. Effectivement, c'est la fin de l'hégémonie du dollar, donc on commence à voir des échanges de pétrole entre l'Iran, la Chine, même l'Arabie Saoudite, la Russie, dans d'autres monnaies que les États-Unis. Et en fait, ce sont les États-Unis qui, à force d'être arrogants, à force d'user de leurs sanctions extraterritoriales, qui sont, encore une fois, des actes de guerre, des embargos. Donc c'est complètement interdit, c'est complètement illégal. Au regard du droit que les États-Unis ont eux-mêmes participé à écrire, c'est vraiment où c'est flippant. Et donc ce deux poids deux mesures permanent dans l'interprétation du droit international, c'est aussi ce qui énerve énormément. On en avait parlé dans une autre émission, tous les États du Sud global, tous les gouvernements, tous les citoyens et les gouvernements. Il y a Alliance Populaire, il ne nous reste plus que quelques minutes. J'avais une question que je voulais vous poser. Alliance Populaire, elle qui nous dit bien, si je ne déforme pas, Alliance, tu nous dis que tu as bien vu Bachar al-Assad qui rigolait aussi. Donc dans ce cas-là, si tu peux nous mettre le lien. Alors justement, des fois quand vous essayez de mettre des liens pour ceux qui sont dans le chat, vous nous dites que les commentaires sont supprimés, vous croyez que c'est nous, c'est pas nous, c'est YouTube qui enlève. Alors j'aimerais bien qu'on trouve un moyen pour qu'on mette des liens à disposition. Je vais voir comment faire, donc Alliance Populaire, si tu veux essayer de mettre le lien, mais je suis pas sûr que ça passe. Les liens concernant quoi ? Non, là c'est un lien, une source qui montrerait que Bachar al-Assad se moquait à l'époque de Kadhafi, qui disait que les prochains... Non, c'est pas Bachar al-Assad. Oui, non, on a entendu, mais Alliance Populaire atteste le contraire, et donc je lui demande la source dans ce cas-là. Voilà, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les sources et qu'on puisse les échanger, les partager, mais YouTube, c'est pas pratique pour ça. Bref, pour terminer, juste avant que je vous laisse la conclusion, moi, ça me fait avoir une pensée en ayant préparé un petit peu ce sujet avant. C'est peut-être un non-sujet, mais je pense que je suis pas le seul à se poser la question. Quand tout à l'heure on parlait de terroristes, on parlait de tout ce jargon, les révolutions, etc. Il y en a qui vont dire révolution, d'autres renversements, d'autres ainsi par là. J'ai l'impression que les médias traditionnels français, cette fois-ci, refusent de dire terroriste et refusent de condamner des actes islamistes, alors que d'habitude c'est quelque chose sur lequel dans les médias traditionnels on voit tout le temps cette chasse
à l'islamisme. Est-ce que vous y voyez, est-ce que c'est quelque chose, un double discours qui vous choque? Comment est-ce que vous voyez tous les deux, Raphaël et Aïssar? Alors moi, je voudrais dire que de toute façon, c'est normal, puisque maintenant les terroristes sont les envoyés de l'Occident et qu'ils les recyclent au point où même ils proposent à Al-Jolani de devenir le président de la Syrie. Et il risque de l'être là. Et il s'est fait raser la barbe, il s'est fait remettre un costard et il tient un discours d'égalité, d'équité, de démocratie, etc. Alors que les pratiques sur le terrain, c'est des coupeurs de tête et c'est des éventreurs. C'est le même qui est Al-Qaïda, c'est le même qui a été HTS, alors c'est Hayat Tahrir al-Sham, qui a été animé et financé aussi par, en même temps, l'Arabie saoudite et tous les pays occidentaux. Et maintenant, c'est leur vedette, la vedette de l'Occident, qui va prendre la tête de la Syrie, malheureusement, face à ce qu'ils appellent le boucher Bachar al-Assad, etc. Alors que Bachar al-Assad, c'était la personne à faire tomber parce que c'est le seul qui a levé la tête devant le diktat américain et de l'OTAN et qui a tenu à la souveraineté de la Syrie, qui a tenu aussi à l'indépendance et à l'indépendance et surtout à ce que ce soit la Syrie qui exploite ses propres ressources et qu'elle ne se fasse pas exploiter par pomper les ressources par les pays américains, européens, etc.